Bonjour à tous, bienvenue à cette causerie. Désolée pour les quelques minutes de retard, comme on essaye d'améliorer notre matériel technique dans cet amphi donc de saisie Nanterre, donc on a dû faire quelques petites manipulations. Mais on est là aujourd'hui, comme tous les mardis. Je vous rappelle, les causeries saisies, c'est des conférences tous les mardis de 13h à 14h. Dans l'amphi saisie Nanterre, on vous propose des conférences d'1 heure avec des intervenants qui nous font le plaisir de venir, comme aujourd'hui Renaud Jungmann, et qui vous parlent de ce domaine complètement différent, passant des méthodologies d'ingénieurs, de la culture générale, des choses pour vraiment enrichir et ouvrir votre esprit, vous donner un esprit curieux pour aller enrichir vos connaissances. Aujourd'hui, on a une personne dans la salle, c'est vrai, excusez-moi, on a le plaisir d'avoir une personne, mais on a surtout le plaisir de savoir que vous êtes derrière les caméras, derrière à nous suivre tous les mardis, que ce soit à travers les 25 sites saisis en France, apprenants, salariés, mais également tous vos réseaux professionnels et personnels. Vous pouvez absolument diffuser le lien live qui est unique, sans inscription, gratuit, et qui vous permet donc chaque mardi à 13h de suivre ces causeries. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité, dans ces conditions particulières, d'envoyer vos questions lors de la causerie, des questions via le mail causerie@saisie.fr. Vous pouvez le retrouver ici, donc causerie@idfc_saisie.fr. Et je me ferai le plaisir de soit interrompre Renaud pendant sa présentation, soit attendre la fin de l'intervention pour poser vos questions. Si vous êtes apprenant saisie, n'oubliez pas de marquer votre centre et votre formation. C'est plus sympa. On reste dans l'interactif, ça s'appelle les causeries saisies, donc on espère que ça va déclencher des questions chez vous aujourd'hui. Donc on est sur une thématique un petit peu transverse, un petit peu particulière par rapport à d'habitude. On est sur une thématique qui va à la fois... Attendez, on va juste passer... on va juste vous présenter donc aujourd'hui un lien entre les nouvelles technologies 4.0 et le monde du cinéma, de l'animation, des jeux vidéo. On n'est pas sur, je vous le rappelle, les causeries, c'est pas pour donner un cours, c'est vraiment pour aborder des sujets transverses qui peuvent intéresser toutes les formations et tous les domaines. Donc merci Renaud aujourd'hui d'être là. C'est un plaisir, c'est la première fois pour vous que vous venez participer aux causeries. Merci beaucoup, dans ces conditions, je sais que c'est un peu difficile, mais c'est un exercice comme un autre. Vous avez la chance de pouvoir retirer votre masque, puisque aujourd'hui on n'a personne dans l'amphithéâtre quand je serai partie. Je vous souhaite une très bonne causerie à tous. Et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas, envoyez vos questions sur causerie@idfc.saisie.fr. Bonne causerie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très content, bien sûr, d'être là. J'espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Donc voilà, moi je me présente. Je suis donc Renaud Jungmann. Je vais enlever mon masque, ce sera plus sympa et vous m'entendrez mieux. Je suis donc Renaud Jungmann, le fondateur et le directeur de VFX Workshop, une école d'effets spéciaux numériques où on enseigne directement après le bac les techniques des effets spéciaux et de l'animation 3D aux étudiants. Donc ça peut s'aborder sans classe préparatoire, etc. Donc c'est une formation qui est technique. C'est une école qu'on a créée en souhaitant changer la manière dont on enseigne les techniques de l'animation 3D, qui jusque-là avait été toujours faite d'une manière artistique. Et vous allez voir dans tout ce que je vais vous montrer qu'aujourd'hui l'approche technique elle est vraiment importante. Voilà, il y a un grand nombre de logiciels à maîtriser, un pipeline qui est complexe. Voilà, aujourd'hui, moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu de l'infographie 3D, 25 ou 27 dans le milieu de la pédagogie. Là, j'ai dû former quelque chose comme 1600 élèves durant ce petit parcours, ce qui représente quelque chose comme un professionnel sur 6 en France. Voilà, moi, je vais vous présenter d'abord notre école. Ce qu'on y fait, c'est un enseignement donc, en atelier. On travaille bien sûr techniquement, donc l'emploi des ordinateurs est constant chez nous. On travaille sur des ordinateurs, des logiciels, on a tout ce qui est parfaitement équipé, de la puissance de calcul du réseau, tous les logiciels professionnels.
Et pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'en première année, les élèves manipulent quelque chose de l'ordre de 10 à 12 logiciels différents, ce qui est très intense parce que dans d'autres écoles, la plupart du temps, on en manipule 2 ou 3, sans forcément rentrer dans les détails, alors que nous, le travail et le cœur du travail est déjà fait dès la première année. Alors, je vais devoir switcher de temps en temps entre la vidéo et la présentation. Je m'en excuse. Histoire de pouvoir vous montrer quelques vidéos qui sont donc sur QuickTime. Je vais commencer par vous présenter les travaux que nous réalisons avec nos élèves pendant leur parcours. Alors, juste le temps de repasser sur mon PowerPoint, que voilà. Donc ça c'est vraiment du travail qu'on enseigne à nos élèves. Tout ce que vous avez vu, c'est des boulots qui sont faits par nos élèves en première année, en deuxième année, et puis il y avait des work in progress qui étaient des travaux qui sont réalisés par des élèves en troisième année. Voilà, ça c'est une photo de ce que font les élèves pendant leur premier semestre, leur troisième semestre ou leur cinquième semestre avec nous. Donc tout est un petit peu mélangé selon les niveaux. Alors, il faut savoir que donc, tous les élèves qui arrivent chez nous n'ont pas forcément de bagage technique ou fait d'infographie au préalable. On fait vraiment un travail complet pour leur apprendre tout ça. Objectif, c'est lequel? C'est de fabriquer des images de synthèse, c'est de fabriquer ce genre d'images, c'est de pouvoir modéliser des voitures, réaliser des doublons numériques, fabriquer les cascades, les effets spéciaux, recréer les environnements, simuler les matériaux, les textures. Donc ça, c'est vraiment un travail d'infographie, je dirais, qui est courant maintenant depuis quelques dizaines d'années, qui s'est perfectionné avec l'évolution des logiciels. Nous, maintenant, on a tout un nombre de technologies aujourd'hui qui fait qu'on va pousser un petit peu les choses. On va travailler sur la modélisation procédurale, on va travailler sur la réalisation d'effets spéciaux, encore une fois de manière procédurale également. On va travailler sur la simulation de poils, la simulation de vêtements, voilà, et pas mal d'autres choses.
du scan 3D avec un travail de photogrammétrie et donc l'emploi de logiciels qui vont nous permettre de faire l'analyse de la photogrammétrie et donc l'analyse de cette photogrammétrie va permettre de reconstituer des maillages 3D de personnages qui sont ensuite passés en post-production pour pouvoir être ensuite animés. Et il y a après un certain nombre de technologies qui m'intéressaient personnellement depuis très longtemps et qu'on a souhaité réinstaller à l'intérieur de l'école. Ce sont des technologies qui sont basées autour de la motion capture. En fait, ça vient d'un parti qui est important, c'est qu'il faut comprendre que dans le milieu de la production des effets spéciaux, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des films d'animation en 3D. Et donc là, par exemple, le travail sur Le Roi Lion qui a été fait par Disney, donc le film d'animation en 3D qui est sorti en 2019, réalisé par Jon Favreau. Voilà, il met en scène des animaux hyper réalistes dans des environnements hyper réalistes. Et dans ce film, absolument tout est en image de synthèse du début à la dernière image. Donc ça, bien sûr, c'est déjà une prouesse infographique en soi. Ce sont des techniques, vous avez vu qu'on apprend à nos élèves, par exemple, à faire des animaux avec des poils dessus, à fabriquer des environnements de différentes qualités. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en bas. C'est le fait d'utiliser différentes technologies qui, aujourd'hui, sont au croisement de l'image de synthèse précalculée, ce qui est au-dessus, et le temps réel qui vient, la plupart du temps, du jeu vidéo. Enfin, en tout cas, historiquement, le jeu vidéo a exploité le temps réel énormément. Le temps réel a toujours existé dans le cadre de la visualisation, en l'occurrence, notamment pour l'architecture ou pour créer des simulateurs pour, je dirais, former des gens à des risques, à des métiers compliqués, à la manipulation de machines et ce genre de choses. Et aujourd'hui, le temps réel, le milieu des effets spéciaux s'est un petit peu approprié le temps réel grâce à l'évolution du matériel, à l'évolution des logiciels, à la puissance des cartes graphiques, la puissance de calcul proposée par les bécanes. Et donc ce que l'on voit en dessous, en ce moment, par exemple, c'est une personne qui est en train d'opérer une caméra. Là, ce qu'elle a entre les mains, c'est ni plus ni moins qu'un pied de caméra avec dessus un système de tracking qui permet d'enregistrer les mouvements, de les capter, de les analyser. Et donc ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de cadrer avec une caméra virtuelle ce qui se passe pour réaliser l'image de synthèse, pour réaliser en fait le cadrage de la caméra. Donc ce que l'on voit sur cet écran au fond et ce que lui observe sur un moniteur de retour, c'est ni plus ni moins que l'animation en faible qualité qui se déroule devant lui en temps réel. Et grâce à la caméra, le chef opérateur ou le directeur de la photo, là en l'occurrence, va pouvoir en fait composer l'image, décider de l'objectif, etc., etc. À droite, on a une autre personne là, qui porte un casque de réalité virtuelle. Il est actuellement immergé dans un de ces décors qui composent le film. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que les décors sont réalisés dans leur ensemble et que du coup cette personne se balade actuellement à l'intérieur. Et grâce aux manettes qu'il a entre les mains, il peut interagir avec le décor et donc par exemple déplacer des montagnes, déplacer des objets, repositionner un arbre et faire en sorte que la composition de la scène soit intéressante du point de vue de la photographie. Donc par exemple le chef-op et puis le responsable décor peuvent travailler de concert en même temps. Toujours issu du même projet, et là c'est assez spectaculaire, c'est le fait de se rendre compte. Là, à gauche, vous avez Jon Favreau, le réalisateur du film. Vous reconnaissez la personne qui s'occupait des décors là tout à l'heure et qui a assisté d'autres personnes qui sont là actuellement ensemble. Là, ils portent tous des casques de réalité augmentée et ils sont tous actuellement dans le même univers. C'est-à-dire qu'il y a des infographistes qui ont travaillé à la fabrication des décors, à la fabrication de la mise en scène. Et là, ils sont en train de faire une réunion sur le plateau virtuel dans les décors qu'ils essayent de mener. Et ils sont tous en train de se balader ensemble. Évidemment, comme ils sont dans la même pièce, ils peuvent communiquer, ils parlent, ils s'entendent. Et ils se baladent à l'intérieur et ils sont en train de déterminer les endroits qui sont intéressants à exploiter pour placer des caméras, pour faire se dérouler l'action, pour peut-être enrichir le décor. C'est une vraie réunion de production virtuelle. Donc nous, basés là-dessus, on a développé tout un enseignement. Et je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé avec nos étudiants il y a 2 ans. Voilà, c'était un projet qui était encore work in progress il n'y a pas si longtemps. Et c'est un projet qui mêle en fait des techniques de motion capture et des techniques de caméra virtuelle.
À l'époque, donc, le principe pour nous était de pouvoir reconstituer un véhicule qui est disparu, qui est la Renault recarrossée par Vernet Perrard, et qui a participé à des courses historiques et dans les années 40 a établi plusieurs records. Donc cette voiture, elle avait disparu et on a décidé, avec les élèves, de retracer l'histoire. Je change d'écran encore une fois. Je vais ouvrir ma deuxième vidéo et je vais vous laisser découvrir ce projet et je reviendrai dessus tout de suite après. Nous sommes sur l'île Séguin. À cet endroit se tenaient les usines Renault. Dans les années 50, les courses de voitures étaient courantes et on faisait régulièrement préparer son véhicule. Nous nous sommes intéressés à la Vernet Perrard, qui était conçue sur la base d'une 4 chevaux modifiée. Construite à cet endroit, la voiture était ensuite préparée et carrossée dans les ateliers situés dans le 15e arrondissement, à la place de notre école. Avec les élèves, nous avons décidé de redonner vie à ce bolide. On va raconter son histoire, on va montrer la voiture que vous voyez là, mais en grandeur nature, rouler de l'usine jusqu'à ici, à notre école. Nous avons découvert cette miniature au 1,43e, de laquelle tout le projet est parti. Elle fut scannée et reconstituée par des techniques photogrammétriques. La base du scan 3D nous a permis d'avoir toutes les proportions de la voiture. La carrosserie a été reprise, ses détails ont été travaillés, l'intérieur de la voiture et les accessoires comme les rétroviseurs, les jantes, les baguettes ont été modélisés. Les élèves ont imaginé un film qui évoque l'histoire de la voiture. Nous nous sommes tous retrouvés sur l'île Séguin pour un premier opéra. Je repasse à ma présentation.
Voilà, donc l'enjeu de ce projet, c'était bien sûr de reproduire donc la Vernay-Pérard, ce véhicule qui est disparu. Donc ça, c'est un making-of qui vous montre un tout petit peu toutes les étapes, qui part du scan 3D, toute la scénarisation, etc. Et puis bien sûr, il y a un moment clé qui est le moment du tournage, où il faut effectivement réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Donc nous, on n'est pas une école de cinéma, mais il faut malgré tout préparer le tournage, parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du location scouting. Le location scouting, c'est le fait d'aller sur place, de faire ce fameux repérage. Et nous, on l'a fait avec des photos. Donc, les élèves sont partis en reportage avec ces appareils. Ils sont chacun revenus, on va dire, avec 200-250 photos du site. Et voilà, avec une quinzaine d'élèves, on s'est retrouvé avec des milliers de photos. Et dans ces milliers de photos, on en a sélectionné un certain nombre qui nous ont permis, donc du coup, dans un premier temps, de recréer ce lieu. Donc là, vous pouvez voir par exemple les différents points de vue qui ont été photographiés, desquels les élèves ont fait des photos du site. Et ensuite, grâce à un logiciel de photogrammétrie, en fait, on a pu reproduire ce site en 3D. À quoi ça sert? En réalité, c'est super pratique parce qu'à partir du moment où on a un modèle 3D du site, nous, on va pouvoir aller se balader dedans exactement comme ce que Jon Favreau fait pour le Roi Lion. Et donc, on va pouvoir produire un modèle 3D de ce lieu et se balader à l'intérieur. Donc, il y a quelques étapes à passer. Il y a un petit peu d'optimisation à faire parce que tout ceci peut être très, très, très gourmand en puissance de calcul. Pour tout le monde, on a beaucoup de détails à l'intérieur. Nous, pour ce projet-là, les détails en soi ne nous intéressaient pas. Ce qu'on voulait surtout, c'est retrouver un peu le climat du site, les proportions, et pour pouvoir se balader à l'intérieur et puis pouvoir définir où est-ce que cette voiture virtuelle pourrait être posée, puisqu'évidemment, on n'en dispose pas. On connaît sa taille, voilà, on a des plans, on a des photos d'époque, plein de choses comme ça. Mais voilà, après, il faut essayer de remettre tout ça en scène. Donc, on fait une maquette en 3D temps réel. Et grâce à cette maquette 3D temps réel, là, vous pouvez reconnaître un petit peu l'espace de notre école qui finit un peu le parcours de la voiture. Et grâce à cette maquette virtuelle, on passe à notre studio de motion capture. Donc nous, on est en partenariat avec Effigy, voilà, qu'on héberge dans notre studio. Voilà, on partage aujourd'hui cet espace. On a co-investi dans plein de matériel. Effigy, à la base, ils font du scan 3D. Donc ils nous ont déjà aidés sur la partie de l'acquisition des photos, de la réalisation des photos qui ont permis de produire le modèle 3D du véhicule. Ensuite, à partir de ces photos, nous, on a nous-mêmes fait le travail de reconstitution en 3D, d'optimisation, etc. Et dans ce studio de motion capture, dans lequel on fait de la capture de mouvement, c'est une technique qui est très connue aujourd'hui, un acteur revêt une combinaison avec des repères dessus et un certain nombre de caméras situées autour du site permettent de capter, de repérer les positions de ces marqueurs et ensuite, bien sûr, de reconstituer les trajectoires qui sont réalisées, donc de capturer les performances d'un acteur. Et nous, partant de là, l'idée, c'était de pouvoir capter la position d'une caméra pour se balader dans le site en 3D temps réel pour pouvoir positionner notre voiture en temps réel à l'intérieur. Donc on repère des hauteurs, on repère des positionnements, on repère plein de choses, on manipule la caméra virtuelle, on essaie de voir un petit peu les résultats à l'écran, on change de focale. Là, vous voyez les étudiants en train de faire ce travail de préparation, de cadrage, ce qui va nous permettre complètement d'anticiper voilà, c'est la production du film, de réaliser une animatique au préalable, ce qui est vraiment une maquette du film très rapide à faire, qui va nous permettre de déterminer les cadrages, les points de vue, les mouvements de caméra, les focales que nous allons utiliser, et également ensuite les positions des caméras et plein de choses comme ça. Ensuite, on est même allé jusqu'à préparer notre shooting list, qui fait que du coup, quand on est arrivé sur place pour le tournage, ça a pu aller très rapidement. Donc notre caméra virtuelle, je reviens dessus, c'est un système, vous voyez, qui est un rig un petit peu personnalisé, c'est un assemblage de plein de trucs. Et dessus, il y a des marqueurs qui vont nous permettre d'analyser la position de cette caméra dans l'espace. Là, je vous présente James Cameron, qui, lui, avait mis au point cette caméra il y a quelques années, notamment pour un film très connu qui s'appelle Avatar. Voilà, donc lui, évidemment, il n'a pas les mêmes moyens que nous. Il a plusieurs millions de dollars à injecter dans ses projets quand il fabrique ce genre de choses. Donc, à l'époque, il y avait de la R&D. Nous, aujourd'hui, on part avec des technologies qui sont un peu plus abordables, un peu moins coûteuses, et puis surtout que l'on peut nous-mêmes mettre en œuvre dans notre école. Mais la technologie est exactement la même.
Et donc, l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les élèves puissent l'appréhender, la manipuler, injecter la maquette 3D à l'intérieur et préparer leur filmage avec ça. Et donc de sortir à un moment donné avec un plan détaillé de ce que l'on va devoir filmer pour pouvoir ensuite intégrer nos images de synthèse à l'intérieur. Une fois qu'on est sur le lieu, il suffit de suivre cette shooting list, de redéterminer les endroits où on va. Donc on a juste à s'occuper d'avoir la bonne lumière et de choisir même le jour où on va les filmer pour que ce soit joli à l'image. Et donc du coup, à ce moment-là, on s'est retrouvés sous les ordres des élèves qui avaient préparé l'ensemble du film, qui nous ont dit exactement voilà ce qu'on veut. Et en gros, nous, on avait prévu toute la journée pour fabriquer 8 plans sur place. Et en fait, on les a réalisés en 2 heures, ce qui est réellement un gain de temps, d'avoir pu passer tout ce temps en fait, de repérage et même d'apprentissage pour nos élèves, de pouvoir préparer un film dans notre studio, et ensuite de sortir avec toutes les infos et d'être efficace sur place, et de pouvoir optimiser complètement le moment du tournage, qui est le moment le plus critique. Ensuite vient l'intégration avec l'environnement, bien sûr, avec la post-production, qui a fait qu'on a intégré après la voiture en 3D dedans. Il y a certains éléments de décor qui ont été remodélisés pour pouvoir fabriquer notamment des réflexions. Et enfin, voilà, l'objectif final, c'était d'intégrer le véhicule. Je crois qu'il y a une question. On a une question en ligne de Théo Briolet, étudiant saisi sur le site d'Angoulême, qui est chef de l'entreprise Broad Studio, donc prestation vidéo, qui demande quel logiciel a été utilisé pour la photogrammétrie, le tracking et le rendu de la partie 3D du véhicule. Alors, ce sont plein de logiciels différents. Déjà, pour la capture, la motion capture, on utilise un système, alors il ne s'appelle plus Arena, mais c'est celui d'OptiTrack. Bitdefender, un problème, on va couper ça. Il y a donc un OptiTrack pour la motion capture. Ensuite, on va utiliser Motion Builder pour tout ce qui est nettoyage des takes et ce genre de choses pour que ce soit joli. En fait, après, sur ce projet-là, on n'a pas utilisé Motion Builder. On n'a pas eu besoin beaucoup d'utiliser Motion Builder parce que tout était réanimé à la main. Le scan 3D, pour ce projet-là, il me semble qu'on a utilisé Reality Capture. Il y en a d'autres, notamment Meshroom, qui est un logiciel qui est open source, qui a été développé par Microsimage, si je ne me trompe pas, qui est une boîte de production française, une boîte de production d'effets spéciaux français. Et pour la 3D, on a travaillé notamment avec Maya, mais on utilise aussi Blender, on utilise aussi 3D Studio Max. Et pour le moteur de rendu, là en l'occurrence c'était Arnold, et on utilise aussi V-Ray. Voilà. En tout cas pour ce projet-là. Et pour le rendu en temps réel des éléments, sur ce projet-là, on a utilisé Unity et qu'on a laissé un petit peu de côté, faute de trouver des ressources pour enseigner correctement dessus. Et puis avec le support qu'on a aujourd'hui avec Unreal, on a switché du coup sur Unreal. Voilà. Bon, merci, et merci à Théo pour sa question. De toute façon, vous retrouverez toutes ces informations puisque le replay sera disponible sur la playlist Les Causeries Saisies sur la YouTube Saisie après la causerie. Tout merci. À fait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à interagir avec nous sur notre adresse email de contact@vfxworkshop.com. Donc l'adresse que vous trouvez sur notre site internet, évidemment, également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Suivez-nous. Alors, bien sûr, partant de là, on se dit, OK, on peut préparer un tournage, on peut faire une maquette virtuelle. Ça sert pour le location scouting. Alors, c'est super, par exemple, pour des réalisateurs qui sont en train de préparer un tournage, qui ne peuvent pas se déplacer aux 4 coins du monde pour voir leur site et préparer leur tournage. Donc, du coup, il peut y avoir des équipes, des assistants qui vont aller photographier les lieux ou récupérer des informations, préparer des maquettes virtuelles, et puis, bien sûr, dans le confort de studios parisiens ou même à distance, avec le Covid aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement d'actualité. Ils vont pouvoir comme ça explorer le site, et puis bien sûr, comme c'est en 3D temps réel, on peut même aller plus loin, s'approprier un petit peu le site, et pourquoi pas imaginer changer l'horaire de la journée, la saison, et plein de choses comme ça pour voir un peu la tête que le site peut prendre. À ce moment-là, ça peut se faire pour des intérieurs, pour des extérieurs. Ça peut permettre aussi d'anticiper le type de matériel que l'on peut ramener sur place. Tout simplement parce que pour le cinéma, on peut venir avec énormément de matériel, des grues et des tas d'éléments accessoires, des éclairages, etc. Et donc, bien sûr, ça peut permettre également d'anticiper le charriage de tous ces éléments. Donc ça, c'est des choses qui sont pas complètement récentes. Pour moi, c'est quelque chose qui a presque déjà 10 ans d'âge, mais avec une culture qui a tendance aujourd'hui à se renforcer pour la préparation des tournages, surtout en exploitant le temps réel. Donc, fort de cette expérience-là,
notre grande frustration, bien sûr, c'était de se dire, ouais, alors notre maquette de site derrière, on pourrait augmenter la qualité. Et on ne savait pas encore que Jon Favreau était en train de travailler sur Le Roi Lion avec ces technologies-là. Et puis on s'est dit, on veut aller vers du rendu 3D temps réel. Voilà, on avait été approché par les gens de chez Epic Games, notamment avec Unreal, et qui commençaient à montrer des tas de choses. Et puis, voilà, il y a 1 an et demi, 2 ans presque aujourd'hui, tout le monde de la 3D frémissait avec l'essor de ces technologies 3D temps réel. Donc, on est allé vers ce qu'on appelle la production virtuelle, c'est-à-dire tout simplement le fait de pouvoir fabriquer une image de synthèse finie avec ces technologies-là en temps réel. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir combiner de la motion capture, le système de caméra virtuelle, pour pouvoir mettre en scène avec des acteurs des séquences entières de films qu'on pourrait enregistrer avec une qualité, on va dire, finie, ou capturer un ensemble de choses qui pourraient après nous permettre de simplement venir corriger par exemple des défauts de trajectoire, des défauts de placement de caméra parce que on a cadré un petit peu trop à gauche ou à droite en post-production, mais et ressortir l'image de synthèse en temps réel. Ce qui donne cette nouvelle vidéo. Avec Effigy, nous avons réalisé une nouvelle démonstration. Nous avons mixé des techniques de motion capture et de production virtuelle afin de réaliser des images de synthèse en temps réel. Le système est aujourd'hui opérationnel pour préparer le travail de décor et de mise en scène, pour la prévise en temps réel avec des avatars live, bref, pour tout projet de production virtuelle. Nouvel objectif pour notre système de caméra virtuelle, montrer sa capacité à simuler différentes techniques de prise de vue. Nous avons utilisé un drone sur lequel nous avons fixé des marqueurs de motion capture. Le pilotage de ce drone dans notre studio permet de simuler des prises de vue aériennes. Nous avons aussi montré la possibilité de faire du set redressing. Pendant qu'un opérateur s'occupe du cadrage caméra virtuelle, un second opérateur s'occupe de la mise en scène. Il intervient directement sur le plateau pour régler et améliorer en temps réel le décor et la composition de l'image. Bon, là, on a un autre repère qui va nous permettre de déplacer la montagne. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on déplace la montagne qui est à droite de l'image. Enfin, la production d'images en temps réel. 2 acteurs ont joué un combat de sabre laser. Nous avons capturé leurs mouvements pour animer des personnages en 3D mis en scène dans un espace virtuel. L'opérateur caméra réalise les cadrages. Le résultat final peut être observé en temps réel. Tous les mouvements et cadrages sont enregistrés pour pouvoir être réutilisés plus tard. Pardon, me revoici sur le diaporama. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler avec ces technologies, d'exploiter la puissance des cartes graphiques. Donc là à l'époque on n'avait pas encore les GeForce 3090 d'aujourd'hui avec ses capacités de ray tracing, mais on a essayé d'exploiter un certain nombre de choses déjà.
On arrive à faire ce genre de résultats. Donc là, vous voyez, vous avez des avatars en 3D, vous avez un univers en 3D, vous avez de la lumière. Tout ça, c'est sous influence lumineuse. Il y a un peu d'atmosphère. Il y a la motion capture qui est faite. Donc là, techniquement, en fait, on a des acteurs qui sont sur place, qui portent la tenue de mocap. Le système de caméra les capte. On enregistre tout ça avec un ordinateur. Ce flux d'informations est passé directement à un autre ordinateur qui, lui, s'occupe de générer le monde en 3D temps réel. Donc, dedans, dans ce monde, il y a la scène en 3D temps réel qui est prête avec les personnages à l'intérieur qui sont tout prêts à être animés avec les techniques de motion capture. Et voilà, et donc le but, c'est de fabriquer tout ça avec la caméra qui se déplace. Bon, le démarrage avec le drone qui vole, je dirais, c'était un petit peu plus pour se faire plaisir, pour essayer d'évaluer aussi les enjeux, de pouvoir faire des prises de vue aériennes. Là, en l'occurrence, on avait pas mal de défauts qui sont apparus parce que nous, on a un studio qui est d'une taille relativement modeste, en tout cas pas qui représente la taille d'un canyon. Donc là, en l'occurrence, on a dû mettre les choses à l'échelle et bien sûr, quand on met les choses à l'échelle, tous les déplacements, les vibrations et tout sont amplifiés et donc on a des tas de défauts qui interviennent à partir de là. En tout cas, ça permet malgré tout de pouvoir placer la caméra où on veut, d'explorer le décor avec des contraintes qui viendraient par exemple d'un appareil volant à l'extérieur et pour pouvoir essayer d'imaginer une scène cinématographie, voir ce qui se passe, voir carrément enregistrer des points clés et ensuite faire de l'animation en 3D sur cet environnement. La deuxième partie, c'était sur le set redressing. Donc ça, c'est un concept qui, bien sûr, vient avec l'interaction avec les éléments 3D. Ça demande une certaine dose de préparation parce que il faut pouvoir préparer tous les éléments de décor à être bougés, soit aller bouger avec des repères, soit aller bouger de manière interactive en piquant dessus. Donc ça veut dire qu'il faut préparer malgré tout les décors à pouvoir obéir à ces interactions. Mais voilà, c'est un petit peu ce que fait la personne chez Jon Favreau dans Le Roi Lion qui le casque de réalité virtuelle et qui peut bouger les choses. Alors nous, on le fait en regardant un écran. On pourrait aussi le faire de manière totalement immersive avec un casque de réalité virtuelle exactement le même d'ailleurs. Et enfin, bien sûr, la production 3D temps réel, qui est celle qu'on a voulu essayer à ce moment-là. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, il y a deux écoles qui s'opposent dans la production d'images de synthèse, dans la production d'animation. C'est l'école du précalculé, donc des images de synthèse qui mettent du temps à calculer sur les machines, mais qui ont une certaine qualité. Et aujourd'hui, cette qualité qui peut commencer à être tutoyée dans certaines conditions, ou pour certains types d'images, par la 3D en temps réel, et notamment avec l'usage de Unreal. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc là, bien sûr, à partir de là, tout est possible. On peut récupérer les trajectoires, on peut récupérer le layout, on peut modifier des choses à la volée. Si le réalisateur veut qu'on modifie l'ambiance lumineuse, on la modifie et puis on reçoit les images en temps réel sur le résultat. On appuie sur play et puis ça marche. Donc il y a une flexibilité qui est là, qui peut permettre au réalisateur soit pour certains projets de produire des images de synthèse en temps réel, soit de préparer encore une fois un certain nombre de choses qui vont nous permettre de pousser un petit peu plus loin ce qu'on appelle la post-production et donc vraiment une production d'images de synthèse qui va être précalculée. Viennent ensuite le travail des projets de décor temps réel avec l'enjeu d'intégrer des techniques dites live et CGI. Le live, c'est quoi? C'est le cinéma. C'est le fait d'avoir un acteur qui est filmé par des caméras et dont on va capter le jeu. Et bien sûr, les images de synthèse, c'est le CGI, donc Computer Graphics Image. Donc l'idée, c'est de pouvoir mélanger les deux. Et de pouvoir mélanger les deux, alors il y a Mandalorian qui est un peu un point de repère dans ce qu'on appelle aujourd'hui la production virtuelle et donc l'usage de grands écrans LED. Vous avez sans doute vu cette série sur Disney. Voilà, qui est d'ailleurs réalisé par Jon Favreau. C'est étrange que ça doit être le geek de chez Disney, je pense. En tout cas, c'est une personne qui, je pense, intéresse toutes les nouvelles technologies. Puis bien sûr, Disney doit lui fournir des moyens absolument incroyables. Et donc là, ce qu'on voit, évidemment, c'est le comédien en costume du Mandalorian dans une des scènes de la série. Voilà. On voit un opérateur qui est en train de placer des lumières sur lui, ce genre de choses. Et puis derrière, on voit un décor. Et en fait, ce décor, c'est ni plus ni moins qu'un énorme écran LED. En fait, on ne se rend pas très bien compte de la taille, mais il fait 6 mètres de haut et 25 mètres de diamètre. Donc c'est quelque chose qui est gigantesque. Ça chauffe énormément, c'est long à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a très peu de studios qui en sont dotés. Donc là, c'est quelque chose qui a été
d'abord testé par Disney, et ils ont fait ce qu'on appelle un proof of concept avec un écran qui était plus petit, et ensuite, voyant que ça fonctionne, ils se sont dit, on va utiliser ça. La raison pour laquelle ils ont fait ce choix, c'est que tout simplement, le Mandalorian, il a une armure qui brille. Et que filmé sur fond vert, cette armure ne pourrait pas refléter les décors autrement que le fond vert. Donc ça pose un gros problème de post-production. Et à ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait choisir de fabriquer le Mandalorian en 3D, d'en faire éventuellement une motion capture. Mais, encore une fois, les spectateurs ont un regard qui est de plus en plus affûté aujourd'hui et risquent de ne pas accepter le rendu 3D qu'il peut y avoir sur le Mandalorian. Et donc c'est pour ça qu'ils ont absolument tenu à avoir un acteur live avec cette armure. Et qu'en réalité, du coup, les écrans qui sont derrière permettent d'obtenir sur l'armure en direct, voilà tout ce qui se passe. Bien sûr, également de tourner à des endroits qui sont impossibles, de changer le climat, de changer des rotations de caméra, de pouvoir doper un peu une lumière si jamais elle est un petit peu faible, puisque bien sûr les écrans émettant de la lumière, ça interagit sur le personnage. Maintenant, information, on ne peut pas uniquement compter sur l'éclairage de ces écrans pour simuler la lumière réelle sur la personne, parce que l'éclairage naturel a une dynamique qui est bien plus grande que celle que les écrans sont capables de restituer. Et donc, on vient doper en réalité, alors on ne le voit pas sur cette image, ou peut-être dans la pénombre ici, mais on vient doper également la lumière en rajoutant des éclairages physiques, voilà, des spots, des grands réseaux de lumière qui viennent taper sur le personnage pour rehausser tout ça. Et ces éclairages sont également pilotés par le système 3D qui génère les décors qui sont en arrière-plan. Alors, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin aussi pour se rendre compte que c'est des technologies qui sont déjà en place. Et là, je vais peut-être vous étonner. C'est une société française qui s'appelle les Tontons Truqueurs, des gens qui nous ont également énormément inspirés, qui nous soutiennent beaucoup dans le travail que l'on fait à l'école et qui font, eux, un travail sur du décor virtuel. Vous pouvez trouver plusieurs de leurs démonstrations sur Internet. Si vous tapez les Tontons Truqueurs avec les making-of de Un si grand soleil, vous allez vous rendre compte que cette série qui passe tous les soirs sur France Télévisions, elle comporte de nombreuses images truquées. Alors évidemment, le but, c'est qu'on ne s'en aperçoive pas. Ce n'est pas une série avec des effets spéciaux à l'intérieur, c'est une série, c'est un monde persistant, c'est un monde naturel. Voilà, on voit les personnages qui vivent leur vie, etc. Mais c'est tourné en studio pour toutes les scènes d'intérieur. Et même certaines scènes d'extérieur sont des scènes qui sont tournées à l'arrière du studio, avec une partie en décor physique, et puis après sur des fonds verts. Et il y a une extension de décor qui est faite virtuellement en 3D avec les technologies comme Unreal. Donc là, ce que l'on peut observer, c'est que il y a une partie de décor qui est sur le plateau, il y a un fond vert, il y a un setup de lumière qui est caché là derrière, qui vient embrasser un petit peu, éclairer tout notre personnage. Le décor qui est derrière, en réalité, ce n'est pas juste une image qui est incrustée, c'est une image en 3D en temps réel, et la caméra qui filme le tout, alors on ne le voit pas très bien sur l'image qui est projetée ici, mais peut-être que sur le stream, vous le voyez mieux, la personne porte une caméra, et cette caméra, en fait, vise des cibles qui sont au plafond, et qui nous permettent de déterminer la position de la caméra à chaque instant et donc bien sûr d'adapter la perspective du décor en temps réel. Donc ils sont complètement libres de positionner les caméras comme ils veulent dans le champ de cette série et au travers des fenêtres, ils vont avoir ce qu'on appelle des découvertes, donc des décors qui sont des découvertes qu'on voit au travers d'une fenêtre qui seront interactifs. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire en studio des tournages de séquences qui se passent de nuit alors qu'il fait plein jour. Donc, du coup, ça permet d'avoir un flux de travail qui est constant et de ne pas monopoliser des équipes la nuit quand on a besoin de faire des tournages extérieurs. On peut aussi, du coup, complètement maîtriser la météo. Tourner des épisodes, ça prend du temps. La météo est changeante, la lumière est changeante. Et puis, le réalisateur peut aussi choisir de déterminer, si c'est l'automne, est-ce qu'on enlève les feuilles aux arbres, ou est-ce qu'on met des jolies feuilles rousses, ou est-ce que derrière c'est le printemps, l'arbre il n'est pas assez remplumé, on va le gonfler un peu pour qu'il soit plus joli à l'image. On peut, par exemple dans une scène d'émotion, tout d'un coup il y a un échange entre deux protagonistes, une petite scène d'émotion, et le réalisateur peut déclencher de manière interactive un petit coup de vent dans les arbres qui fait frissonner tout le monde, ou déclencher l'envol d'un oiseau à la fin du plan pour pouvoir raccorder sur le plan suivant. Donc c'est ce que nous on a voulu, ce qu'on a voulu réaliser également avec les élèves. Donc là ça va être mon avant-dernière vidéo.
voilà, qui va vous montrer aujourd'hui l'expérience qu'on a voulu faire. Alors on appelle ça c'est un prototype, hein, on n'a pas du tout les moyens de Disney ou les studios de production, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est vraiment comparable. Et là, je vais vous présenter un effet qui s'appelle le mini Mandalorian, c'est-à-dire qu'on a réalisé avec un énorme écran plasma, un décor virtuel, et on a capté tout ça en 3D. Je vais vous montrer cette vidéo et je vais peut-être vous la commenter en même temps qu'elle passe. Alors, c'est une vidéo qui n'est pas encore montée, là c'est vraiment une exclusivité. La vidéo est en cours de montage actuellement. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un truc qui n'est pas très beau, hein. C'est ce qu'on appelle un ours. Voilà, ça montre plein de plans, plein d'éléments, mais vous allez voir du coup un peu le work in progress, le déroulé de ce travail qui est fait, à savoir voilà, la fabrication de la 3D, l'apprentissage de comment câbler les interactions avec un moteur 3D temps réel, ensuite de préparer un set de tournage, et puis ensuite, bien sûr, de capter ce qui se passe. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu et je vous commente si besoin. Ce que vous voyez en ce moment, ce sont donc les élèves qui sont en train de fabriquer les décors. Donc ils sont avec leurs profs, et les décors qui évoluent. Unreal, c'est actuellement un moteur qui évolue beaucoup. Il y a des nouveaux algorithmes à l'intérieur qui permettent de simuler l'eau, des vêtements, des poils, des choses qu'on est en train d'explorer aussi. Et on a un partenariat également avec un fournisseur de matériel informatique en ce moment qui nous a prêté une machine. Je vais le citer, hein, c'est Lenovo, que je remercie d'ailleurs, et qui nous a prêté une machine extrêmement performante avec 3 cartes graphiques à l'intérieur qu'on n'a pas encore mis en œuvre pour ce projet-là, mais ce projet-là étant terminé, et la machine, on l'a reçue la semaine dernière. On est en train d'évaluer la puissance nécessaire. Donc là, ce que vous avez devant vous, là, c'est notre caméra virtuelle, une nouvelle version. Alors, c'est la 3e version que l'on a construite. Voilà, encore une fois, en assemblant des choses, mais cette fois-ci, elle est dotée d'une véritable caméra qui va permettre de faire de la prise de vue. Et donc en plaçant un sujet devant la caméra, le Mandalorian par exemple, on va pouvoir avoir en arrière-plan un décor 3D temps réel, qui fait que lorsqu'on déplace la caméra, le décor va être interactif derrière. On fait ça sur une figurine, hein, en gros l'échelle de notre prototype il est à 1/6. Pour arriver à ce niveau-là, donc c'est pas mal de travail. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Encore une fois, le changement d'échelle ramène des petits glitches de fluidité. Une caméra à main levée n'est pas si évidente que ça à maîtriser, donc il faut passer par du matériel type des sliders ou des bras robotisés pour avoir une meilleure précision. Vous pouvez voir, il y a même des effets qui sont intégrés en 3D temps réel à l'intérieur. Voilà, et on s'est aussi appuyé sur une expérience qu'ont prise certains de nos élèves. On a eu des stagiaires qui, depuis l'année dernière, travaillent dans une société qui s'appelle Neo7, qui est une des premières sociétés françaises à s'être dotée de plateaux virtuels et à pouvoir mettre en œuvre toutes ces technologies-là. Donc ils sont venus nous aider sur 2 petits détails de développement en l'occurrence.
notamment par rapport au système de tracking qui là n'utilise pas un système type OptiTrack, qui est un système de tracking optique, mais un système de tracking type HTC Vive, qui entre nous, voilà, c'est plus un jouet pour s'amuser, voilà, pour faire comprendre le principe, c'est très bien. Il y a certaines structures qui savent le mettre en œuvre, mais il y a des petits défauts à l'intérieur qu'on a très vite détectés et qui font qu'on va aujourd'hui tester un autre système de tracking, un système russe qu'on a trouvé dernièrement, voilà, qui utilise des cibles lumineuses extérieures. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve maintenant à produire de l'image de synthèse en temps réel. Et ce qu'on découvre en même temps, c'est que maintenant, il faut être plusieurs sur le plateau, quoi. Donc il y a le travail de l'infographie, on fait des décors, mais après, il y a le travail de la prise de vue. Donc il faut un responsable de la caméra, il faut quelqu'un qui fait la mise au point, il faut quelqu'un qui gère l'enregistrement, il faut quelqu'un qui gère la technique. Donc on se retrouve rapidement 6-8 opérateurs sur le plateau pour pouvoir gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de stress sur le plateau et qu'il faut qu'à ce moment-là, il faut vraiment que chaque personne ait son rôle et puisse se concentrer sur ce qu'il a à gérer. Voilà, donc c'est assez, voilà, c'est une très très belle aventure là, et donc l'image que je vous présente, c'est le fruit de tout un semestre de travail qu'on a filmé au fur et à mesure. Donc à chaque fois que vous voyez un personnage à l'image avec un décor derrière, en fait c'est le résultat du personnage live et son décor en arrière-plan qui est en 3D temps réel. Voilà, donc l'intérêt là, c'est de se passer du compositing, qui est une étape finale de post-production, et d'essayer d'arriver à un résultat qui soit, on va dire, utilisable. Alors, bonjour, je m'appelle Lauriane Martini, je suis enseignante à VFX Workshop en tant que professeure 3D temps réel. Je suis ici avec les élèves pour leur enseigner le logiciel Unreal Engine, qui est un logiciel développé par Epic Games. C'est un moteur de rendu de jeux vidéo qui se démocratise de plus en plus dans le monde du cinéma et des plateaux télé. Donc il y a le studio Les Tontons Truqueurs qui travaille sur la série Un ciel grand soleil en remplaçant les fonds verts par du décor virtuel. On a aussi Disney sur la série Mandalorian qui utilise des grands écrans LED pour mettre en scène leurs acteurs dans un décor virtuel. Dans un premier temps, avec les élèves, on crée une scène sur Unreal. On y importe les assets 3D, on les organise pour créer notre décor. Par la suite, on l'emporte sur le plateau de tournage. Sur notre plateau de tournage, on va projeter notre scène sur un écran pour mettre en scène notre sujet. Sur le tournage, on utilise un système qui s'appelle la Mandacam. Donc on a ici la caméra, son objectif ici, le retour de la caméra là, et le système de tracking qui est là. Grâce à des bases disposées tout autour du plateau de tournage, on détermine la position de la caméra. Ce système de tracking est relié directement à des stations qui sont précalculées directement sur un logiciel qui est relié à Unreal pour ensuite le projeter sur l'écran ici derrière. Grâce aux bases disposées tout autour du plateau de tournage, on peut détecter la position de la caméra. On aura un opérateur qui va manipuler la caméra et un second sa mise au point. Donc tous les deux vont filmer la scène et créer le plan en temps réel. En captant ces mouvements, on va adapter la perspective du décor en temps réel. Les images de synthèse demandent beaucoup de calculs. Aujourd'hui, on a des ordinateurs assez puissants pour les calculer directement en temps réel. Avec la 3D temps réel, le travail de la 3D commence dès le début de la production. Voilà, ce sera un petit peu une partie de la conclusion d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait des effets spéciaux, normalement on filme d'abord avec un fond vert ou avec des décors live, et ensuite il vient le moment où il y a la post-production, c'est-à-dire qu'on récupère ce qui a été filmé, et là ça ne peut plus bouger parce qu'évidemment on ne va pas refilmer les choses, donc on récupère un résultat, et là du coup on vient intervenir avec de l'image de synthèse, de la 3D dedans. C'est là qu'on casse, qu'on met des monstres, qu'on fait des cascades, qu'on met des flammes, qu'on change le ciel, on fait qu'il fasse beau, on rajoute une fenêtre, on reconstitue un château. Voilà, et donc on vient en post-production là-dessus. Et donc quand il y a des décors à faire, par exemple, on les fabrique à la fin, finalement, quand le film a été tourné. Là, en l'occurrence, avec ce système-là, ça renvoie ce travail au démarrage, puisque tout d'un coup, aujourd'hui, un réalisateur peut venir solliciter l'aide d'une équipe d'infographie pour pouvoir créer les décors
des décors virtuels dans un premier temps, et ensuite pour créer, bien sûr, les décors qui seront projetés sur des écrans LED en temps réel pendant la prise de vue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail de l'infographie 3D, avec le temps réel, voilà, est vraiment à la croisée des chemins, et bien sûr, il y a encore plein de choses à venir. Je vous fais un état des lieux, c'est là où on en est, c'est là où on en est aussi un petit peu la profession. C'est le travail que nous, on essaye de faire à l'école avec nos élèves. On essaie d'embrasser toutes ces technologies. Je pense qu'on est la seule école à faire ça aujourd'hui à ce niveau-là, et pourtant on est une toute petite école. Et voilà, on a 70 élèves, et les entretiens, c'est en ce moment. Un flash code, bien sûr, vous pouvez le photographier avec votre smartphone, et puis voilà, sur l'iPhone, vous pointez directement l'appareil photo dessus, hop, et vous êtes arrivé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver certaines des vidéos que vous avez vues aujourd'hui et la vidéo finale telle qu'elle aura été terminée de monter. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci pour cette causerie qui dénote peut-être un peu par rapport à toutes celles qu'on a eues, parce qu'on est vraiment sur de la transversalité, et on est vraiment heureux de vous proposer ce genre d'intervention qui permet d'ouvrir l'esprit et de s'intéresser à plein de choses différentes et riches. Je vous propose donc de conclure cette causerie. Merci encore Renaud d'être là et de nous avoir vraiment intéressés aujourd'hui. Je vous propose également de retrouver les replays de certaines causeries, dont celle d'aujourd'hui, sur la playlist Les causeries saisies sur la chaîne YouTube Saisie. Donc à partir de demain, ça sera en ligne. Vous avez la possibilité de récupérer donc l'ensemble des informations via le support en posant votre demande sur l'adresse mail causerie@idfc.saisie.fr. N'hésitez pas également pour la prochaine saison, si vous avez des idées de causeurs ou de causeries. On est complètement ouvert à toutes vos propositions. La semaine prochaine, on abordera un thème complètement différent avec monsieur Henri Pironin, qui nous parlera de création et de reprise d'entreprise dans les contextes actuels un petit peu chamboulés. Donc, merci à tous à l'organisation. Je n'hésite pas à remercier tous mes collègues qui sont là aussi pour que ces causeries se déroulent bien. Merci à vous qui nous suivez, et puis merci évidemment à nos causeurs sans qui on ne pourrait pas assurer ces conférences. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et Au revoir. en OJPO le 10 avril si vous le souhaitez. À très bientôt.